Vous êtes de garde. 3 heures du matin, il n'y a plus aucun patient. Vous allez donc dormir. Quand soudainement, quelqu'un arrive. Incapable de bouger, accompagné par ses proches, il est pâle et ne tient plus debout. Son pouls est imprenable, sa tension est effondrée. C'est formel, il est en état de choc. Ses proches affirment qu'il n'avait rien à part une douleur au mollet. C'est là que vous vous rappelez une de mes vidéos, celle sur l'embolie pulmonaire. Salam alaikum. Pour cette vidéo, ce sera la deuxième facette de la maladie thromboembolique, la facette mortelle, donc la plus grave. Vous l'aurez deviné, c'est la constipation chronique. C'est l'embolie pulmonaire. Avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo, donner votre avis en commentaire et la partager autour de vous pour me soutenir et aussi faire bénéficier le plus de gens. Préparez vos stylos pour prendre des notes. Here we go! Vu qu'on a bien défini la TVP, il faut aussi définir sa petite fille. Quand on dit embolie pulmonaire au sens propre, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire, droite ou gauche, ou l'une de ses branches, par un embole. C'est quoi un embole? C'est tout corps qui migre dans les vaisseaux jusqu'à les obstruer quand il devient trop gros pour ces derniers. Comment est-ce qu'un embole réussit à boucher une artère pulmonaire complète? Eh bien, c'est théoriquement possible qu'un embole soit assez gros pour boucher une artère complète, mais le plus fréquent, c'est quand plusieurs branches sont bouchées par des petits emboles successivement. Pourquoi j'ai dit que c'était la définition au sens propre? Brother asked a very good question. Parce qu'au sens large, quand on parle d'embolie pulmonaire, sans rien dire d'autre, c'est pour parler de l'embolie pulmonaire causée par la migration d'un thrombus fibrino-cruorique. En gros, la présence d'une TVP. Mais il y a d'autres types d'emboles qui ne sont pas forcément pulmonaires, certes, mais ils peuvent se produire dans tous les vaisseaux à degré variable, dont les vaisseaux pulmonaires. Et ils sont bien sûr plus rares que l'embolie due au thrombus fibrino-cruorique. Il se peut que ce soit des emboles métastatiques, les métastases tumorales qui migrent, des emboles septiques, ce sont par exemple des agrégats de bactéries qui s'accumulent sur un bout de tissu déjà détruit, comme pour les végétations de l'endocardite infectieuse, ou bien des amas parasitaires. Il y a aussi les emboles graisseux, généralement issus de la moelle osseuse qui se libèrent après toute lésion traumatique ou chirurgicale d'un os. Le plus souvent, c'est un os lent, comme le fémur. Vu que ce n'est pas notre sujet, je vais juste survoler ça rapidement. On confirme cela cliniquement par une association de signes mineurs avec des signes majeurs, qui sont la triade de Grud, et les symptômes se produisent environ 72 heures après la fracture, à cause de la faible quantité de gras, bien qu'il existe des formes fulminantes qui bouchent quasi tout très rapidement. Nous avons aussi l'embole gazeuse. C'est le passage d'une bulle d'air dans la circulation. Ça se produit quand l'air est tellement comprimé qu'il ne se dissout pas dans le sang et forme une bulle. Cette compression se produit le plus souvent lors de la plongée, un peu plus rarement lors des vols en avion, et de façon iatrogène lorsqu'on pose les cathéters. Finalement, on a l'embolie par liquide amniotique, qui passe dans la circulation générale lors de l'accouchement. Déjà qu'il est assez dense, alors là si on y rajoute les cellules mortes du fœtus qui s'y accumulent, bien bougé. Maintenant qu'on a fini la parenthèse hors sujet, on revient à l'embolie pulmonaire, la vraie de vraie, celle qui mérite notre attention. Que va-t-il se produire? Si l'obstruction est en dessous de 30% du lit pulmonaire, le sang va trouver un obstacle et va donc, entre guillemets, chercher un autre passage à travers les artères saines. Maintenant, les alvéoles qui se trouvent sur le territoire des vaisseaux bouchés, elles ne servent plus à rien. Elles sont encore vivantes, certes, mais elles n'effectuent plus leur fonction. C'est comme si elles n'existaient pas. On appelle ça un effet espace mort, car c'est le problème de la perfusion. L'air sort et rentre sans problème. À ce stade de début, l'oxygène dans la circulation générale ne sera pas trop affecté parce que les artères et les alvéoles intactes peuvent compenser. Ce qui fait qu'en cas de cœur et de poumons sains, cela se traduira donc par rien. Le patient peut littéralement ne pas savoir qu'il a une embolie pulmonaire. Voilà ce qui justifie ma phrase dans la précédente vidéo où j'ai dit qu'une TVP proximale sur 2 a une embolie pulmonaire associée asymptomatique. À partir de 30% d'obstruction, ou en cas de maladie préexistante, là les choses se corsent. Il y aura une inflammation massive qui va causer une vasoconstriction des artères pulmonaires, ce qui fait que la pression va augmenter et causer une HTAP. Cette HTAP va affecter le ventricule droit. En cas d'urgence hypertensive, le ventricule gauche ne peut pas battre la pression de l'aorte. C'est la même chose dans ce cas-là. Le ventricule droit va se dilater. La dilatation va causer des lésions valvulaires, une compression des coronaires, mais aussi rendre la contraction moins efficace et consommer ainsi plus d'oxygène. Dans ce cas-là, la pression va encore se répercuter sur les veines caves et les veines périphériques. C'est ce qu'on appelle au Zimbabwe l'insuffisance cardiaque droite. Mais c'est pas tout! L'inflammation va aussi causer 3 choses importantes au niveau pulmonaire. Une altération du surfactant, le passage du sang dans l'alvéole par hyperperméabilité ou par lésion vasculaire, et une bronchoconstriction. Je tiens à noter qu'en cas d'embolie distale, l'inflammation sera tellement importante que l'artériole
éclatera et le sang inondera l'alvéole jusqu'à l'infarctus. Maintenant rappelez-vous, j'ai dit que le sang se redistribue aux artères saines, mais dans ce cas-là, il y aura plus de perfusion que d'habitude, mais moins de ventilation, bronchoconstriction et destruction des alvéoles. On appellera ça l'effet shunt, car une grande quantité de sang traversera les alvéoles sans en recevoir une seule goutte d'oxygène, causant ainsi une hypoxie. L'hypoxie va stimuler le cerveau pour qu'il ordonne de respirer plus rapidement, donnant ainsi une hypocapnie. Et comme si c'était pas suffisant, devinez ce que l'hypocapnie fait exactement. Elle favorise la bronchoconstriction et la vasoconstriction. C'est donc un cercle vicieux. Ce n'est même pas encore fini. À partir de 50% d'obstruction, ou moins que ça si jamais on a des maladies préexistantes importantes, c'est l'embolie pulmonaire sévère. À partir de ce pourcentage d'obstruction, toute hausse de 1 seul milligramme de mercure de pression dans l'artère pulmonaire aura des conséquences immenses. L'HTAP dépassera les 40 mm de mercure, elle sera tellement importante que la force de contraction du VD ne servira plus à éjecter du sang. Donc, il ne se contractera plus. Le ventricule gauche ne se remplira donc pas, ou bien très peu. Cet HTAP peut même réouvrir le foramen qu'il y a entre les deux atriums, faisant ainsi en sorte que le sang passe de l'atrium droit à l'atrium gauche, directement sans passer par le poumon. C'est déjà assez grave pour vous? Eh ben non. Le ventricule droit se dilatera tellement qu'il va comprimer le VG, ce qui va aggraver déjà le mauvais remplissage de ce dernier et gêner sa contraction. Mauvais remplissage, mauvaise contraction, c'est l'état de choc cardiogénique. Du côté pulmonaire, c'est encore moins drôle. À l'état physiologique, on a une anastomose entre artère bronchique et artère pulmonaire. À cause de la différence de pression habituelle, ce shunt va dans ce sens-là. Mais cet HTAP peut favoriser le passage du sang dans le sens inverse, causant ainsi une hypoxie de l'alvéole et son ischémie. L'ischémie des alvéoles va aggraver l'hypoxie générale, aggravant l'hypocapnie, qui va aggraver la bronchoconstriction, etc. Le combo bronchoconstriction et alvéole inondée va carrément causer un collapsus. L'air ne passe plus du tout, ça sera l'atelectasie. Le sang qui passe par ces alvéoles ne va donc recevoir plus aucune molécule d'oxygène. Il va donc se mélanger au reste du sang artériel, sans avoir fait d'échange gazeux. C'est le shunt au sens propre, ce n'est même plus un effet shunt. Et bien sûr, le cycle vicieux se perpétue jusqu'à causer la mort. Cliniquement, c'est assez dur. On appelle la syphilis la grande simulatrice, car elle a majoritairement des symptômes qui touchent à tout et n'importe quoi. Et bien l'embolie pulmonaire, on va dire que c'est la petite simulatrice. On peut avoir des symptômes qui ne confirment rien, et leur absence ne prouve pas non plus l'absence d'embolie pulmonaire. Malheureusement, beaucoup de morts inexpliquées sont en fait des embolies pulmonaires à cause de ça. Ce que je vais mettre en gras sont des signes de gravité à rechercher dès l'arrivée du patient. Alors il y aura une dyspnée, retrouvable dans 80% des cas, une polypnée supérieure à 20 mouvements respiratoires minutes. Donc toute dyspnée doit faire penser au minimum à l'embolie pulmonaire. Ça doit rester dans un coin de votre tête. Le passage du sang dans les alvéoles pourra aussi donner des hémoptysies. On peut avoir aussi des douleurs thoraciques à type pleural. Comme on l'a dit en sémiologie, c'est des douleurs en coup de poignard, unilatérales, basithoraciques, exacerbées par le changement de position, l'atout et la respiration. Ces douleurs peuvent aussi se produire n'importe où dans le thorax, simulant ainsi des douleurs d'angine pulmonaire. Comme signe clinique, on a l'état de choc, à rechercher dès l'arrivée du patient, qui va se manifester cliniquement par une hypotension systolique inférieure à 90 ou diminuée de plus de 40 par rapport à la valeur habituelle si la personne est hypertendue pendant 15 minutes. Une tachycardie, qui va être plutôt la conséquence des atteintes cardiaques, elle sera présente dans 90% des cas. La fréquence cardiaque peut être normale, à cause des potentiels blocs de bronches qui vont se passer. C'est comme si on faisait +1 - 1. On aura aussi des défaillances multiviscérales, syncope, pâleur, froideur, pouls rapide et quasi imprenable, marbrure, une diurèse effondrée. Le fébricule est probable, et à l'auscultation, on peut avoir un syndrome de condensation, râle crépitant, matité, abolition des vibrations, etc. Et cela à cause de l'atelectasie ou de l'ischémie. Mais malheureusement pour nous, l'auscultation est tout à fait normale most of the time. Les signes d'insuffisance ventriculaire droit sont aussi à chercher dès l'arrivée du patient. Ils peuvent se remarquer dès le début de la symptomatologie comme beaucoup plus tard. On aura la turgescence jugulaire, le reflux hépatojugulaire, l'éclat de B2 et le souffle tricuspide. Voilà pourquoi il faudra évoquer l'embolie pulmonaire devant un tableau d'insuffisance droite. Comme j'ai dit, au moins garder ça dans un coin de la tête. On peut avoir une désaturation, à proprement dit en dessous de 90%, à aussi rechercher dès l'arrivée du patient. Comme j'ai dit, ces signes peuvent être présents comme non. Il n'y a aucune spécificité ou sensibilité suffisante à l'embolie pulmonaire pour ces signes. Donc en vrai, tous ces symptômes ne nous donnent qu'une suspicion, plus ou moins probable, de l'embolie pulmonaire. On va, comme pour la TVP, utiliser des scores pour définir cette probabilité. Et qui dit mieux pour créer un score concernant l'embolie pulmonaire que celui qui a créé 3 ans plus tôt un score pour la TVP. Ce score, c'est le score de Wells. Il a été simplifié pour donner un point chaque variable.
Il contient quelques variables similaires au score précédent, comme par exemple les facteurs de risque majeurs, cancer, chirurgie, immobilisation. Tout signe de thrombose veineuse profonde est considéré comme un argument diagnostique, c'est une situation de vie ou de mort, donc il faut voir le mal partout. Logiquement, des antécédents de TVP aussi, et des antécédents d'embolie pulmonaire, pas la peine d'expliquer pourquoi. Il y a aussi la tachycardie et l'hémoptysie. Et pour finir, si on ne trouve aucun diagnostic différentiel, plus probable que l'embolie, ça sera un point de plus. L'embolie pulmonaire, dans ce cas-là, sera probable en cas d'un score de 2 ou plus, si on utilise le score simplifié. On a aussi le score de Genève, nommé ainsi car il a été établi dans la ville de Genève. Dans ce cas-là, on aura aussi les facteurs de risque majeurs de TVP, mais les signes de TVP ont été choisis précisément. Donc si tu as un point douloureux unilatéral au membre inférieur, ou bien à la douleur lors de la palpation du membre inférieur, avec un œdème. On n'oublie pas aussi les antécédents. Tout comme le score de Wells, on a un point pour l'hémoptysie, mais on a un point pour la fréquence cardiaque entre 75 et 94, et on rajoute, je dis bien rajoute, un point si elle les dépasse. Malheureusement pour les plus vieux, l'âge compte. Donc si tu as plus de 65 ans, tu as un point d'emblée. Dans ce score, l'embolie peu probable, c'est un score de 0, 1 ou 2. L'embolie probable, c'est à partir de 3. Sinon, vous pouvez utiliser une autre classification de ce score en probabilité faible, intermédiaire et élevée. Permettent d'avancer dans la confirmation ou la réfutation du diagnostic. Mais n'oublions pas aussi qu'il faut éliminer le diagnostic différentiel. Heureusement, dans l'embolie pulmonaire, on peut faire cela avec quelques examens complémentaires les plus accessibles. D'abord, la radiographie du thorax, qui est généralement normale, nous permettra d'éliminer les pneumopathies, OAP, pneumothorax, les tamponnades, etc. Donc toute dyspnée à auscultation normale et radio normale, c'est une embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Malgré cela, on pourra quand même objectiver une opacité rétractile en cas d'atelectasie, une opacité triangulaire en cas d'ischémie, une pleurésie. Un signe de Westermarck, c'est la clarté du territoire qui a été vascularisé par l'artère bouchée, ou bien un élargissement de l'artère pulmonaire. l'ECG va généralement capter une tachycardie sinusale, rien de plus, nous permettant ainsi au moins d'éliminer les péricardites et les syndromes coronariens aigus. Il y a des signes aussi, beaucoup moins fréquents, c'est les signes d'aspect d'onde S en D1 et Q majuscule en D3, on appellera ça le S1Q3, avec la déviation axiale du QRS, cela prouve la dilatation du VD. On aura aussi les ondes T négatives de V1 à V5, c'est majoritairement dans V3 et V4, c'est le témoin de l'ischémie. Et pour finir, bien sûr, on peut avoir des blocs de branche droit. On peut aussi faire un examen gazométrique du sang artériel, on découvrira alors, dans ce cas-là, une hypoxémie et une hypocapnie. Chez les patients qui sont généralement en hypercapnie, par exemple BPC ou asthme, on verra donc une normocapnie. On peut avoir une alcalose respiratoire à cause de cette hypocapnie, ou bien une acidose métabolique, car s'il y a un état de choc, le corps passe en métabolisme anaérobie et sécrète beaucoup d'acide lactique. Donc le lactate sanguin sera supérieur à 2 mmol par litre. Maintenant, on va rentrer dans les examens qui vont pouvoir nous aider à confirmer de plus en plus le diagnostic d'embolie pulmonaire. Si la situation ne presse pas, que l'embolie n'est pas sévère et que les scores sont peu probable, on va d'abord faire un test de D-dimer. Pas la peine de répéter ce que j'ai dit dans la vidéo des thromboses veineuses. C'est un examen, si négatif, il va nous aider à prouver qu'il n'y a pas d'embolie, mais si positif, ça ne confirme rien. Je tiens à souligner aussi que si le patient a une suspicion d'embolie pulmonaire alors qu'il est sous anticoagulant, doser le D-dimer, pas très recommandé. S'ils sont positifs ou si l'embolie pulmonaire est d'emblée probable, on utilisera l'angioscanner, qui lui par contre a une bonne spécificité et sensibilité. Mais c'est mieux que les D-dimer. Par contre, dans ce test, comme dans tous les tests avec TDM, faites attention aux patients diabétiques qui sont sous metformine. On peut par ailleurs utiliser la scintigraphie VQ, c'est la ventilation-perfusion. On utilise un isotope radioactif qu'on va faire inhaler au patient et un autre qu'on va faire injecté, puis on va regarder à l'image la discordance entre les territoires. Certains territoires vont avoir des images avec l'isotope qui a été inhalé, mais pas l'isotope qui a été perfusé. Cet examen est malheureusement indisponible dans beaucoup de services d'urgence, mais il demeure un examen intéressant en cas d'allergie aux produits du contraste. En dernier recours, l'échographie Doppler peut, dans les cas non graves bien sûr, permettre d'entamer le traitement direct, si l'objectif est la présence de thrombus veineux profond. Proximal, pas distal. Généralement, on utilisera ces tests dans l'ordre dans lequel je les ai cités. Et que le premier test est négatif, il faut passer au deuxième. Du deuxième au troisième. Maintenant, si l'embolie pulmonaire est sévère, donc en cas de présence d'hypotension, on va d'emblée faire un angioscanner. On ne perd pas de temps. On ne va pas calculer des scores ou faire un autre examen, rien.
En cas de contre-indication au scanner, allergie aux produits iodés non contrôlés par les corticoïdes, ou bien en cas d'insuffisance rénale, ou bien l'instabilité hémodynamique qui empêche le patient d'être déplacé. On utilisera l'échographie cardiaque, avec si possible l'option Doppler. Lors d'une embolie pulmonaire non sévère, cet examen ne veut rien dire, qu'il soit positif ou non. Mais dès lors qu'il y a une hypotension, on pourra s'en servir comme argument solide à la recherche de troubles de contraction du VD, de septum interventriculaire, c'est l'image du septum poussé par le VD vers le VG. On va calculer aussi si possible la pression de l'artère pulmonaire. Cette dernière, by the way, ne doit pas être trop élevée, car c'est un argument négatif à l'embolie pulmonaire. Cet examen nous sera aussi utile pour éliminer la tamponnade, l'insuffisance valvulaire aiguë, l'insuffisance cardiaque gauche et la dissection aortique. Maintenant que j'en parle, la tamponnade et la dissection aortique doivent toujours être recherchées cliniquement. Parce que si jamais on donne des anticoagulants à un patient qu'on a suspecté d'avoir une embolie pulmonaire, alors qu'il avait une tamponnade ou une dissection aortique, ça va empirer la situation, arrivant même jusqu'à la mort. En dehors de tout cela, nous avons aussi l'angio-IRM, qui est un examen coûteux, long et peu répandu, mais plus ou moins prometteur, avec au moins l'élimination des rayons ionisants. Sans oublier l'angiographie, qui était avant le gold standard du diagnostic, mais il a été abandonné à cause de son caractère invasif. Le traitement, une fois l'embolie pulmonaire confirmée, c'est rien de plus simple. On utilise le score Pulmonary Embolism Severity Index simplifié pour juger le risque que cette embolie pulmonaire a sur notre patient. Ce score donne 1 point pour l'âge extrême, le cancer, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, la fréquence cardiaque supérieure à 110, la désaturation inférieure à 90 et la tension en dessous de 100. J'ai bien dit en dessous de 100 et non pas en dessous de 90. En dessous de 90, c'est une autre histoire. En cas de score 0, tout va bien, le risque de mortalité est faible. Le traitement sera donc le même que la thrombose veineuse profonde, avec hospitalisation courte, une journée environ, avec levée précoce. Puis, on va réévaluer l'évolution et on va laisser le patient gambader dans la nature avec un traitement en ambulatoire. Il suffit d'un seul point dans ce score pour être classé en risque intermédiaire. Si on y rajoute aussi l'augmentation des BNP ou des troponines, qui témoignent successivement de la dilatation ou de l'ischémie, avec un écho-cœur positif, ce sera le risque intermédiaire haut. En cas d'intermédiaire faible, ça sera juste un seul, ou bien aucun des signes que j'ai cités lors de l'intermédiaire haut. En cas d'intermédiaire faible, le traitement c'est le même que la situation précédente, sauf pour l'hospitalisation où ça dure dans les environs de 5 jours. En cas d'intermédiaire élevé, c'est déjà une urgence plus importante. L'hospitalisation se fait en unité de soins intensifs, avec thrombolyse en deuxième intention, s'il y a une complication hypotensive ou bien absence d'amélioration. Le repos doit être total. Si l'embolie pulmonaire vient avec une hypotension, on doit d'urgence procéder à la réanimation. Remplissage prudent et lent. Utilisation de dobutamine ou noradrénaline pour contrôler le choc avec un repos strict. L'oxygénation, si jamais la saturation baisse en dessous de 95. On commence généralement avec 5 litres minute et on augmente selon les besoins. On commence les HNF en attendant la suite du traitement, vu qu'elle a une demi-vie courte pour s'en débarrasser facilement. Ce sera généralement un bolus de 80 unités kg, puis une perfusion de 18 unités kg par heure, en surveillant bien sûr le TCA. Et après, bien sûr, on va faire une thrombolyse par injection systémique, préférence avec altéplase. Il y a malheureusement des contre-indications à la thrombolyse. Les absolus surtout, c'est quelconque antécédent d'AVC hémorragique. Un AVC ischémique d'il y a moins de 6 mois, car dans ce cas-là, on a sûrement dû faire une thrombolyse, et il restera toujours quelques molécules en circulation. On va risquer de créer un état hémorragique si on ajoute une nouvelle dose. En cas de dissection aortique, c'est une contre-indication absolue, ou bien en cas de risque hémorragique élevé dans le système nerveux central, dans le tube digestif, en cas d'hémoptysie massive, une chirurgie ou un traumatisme sévère récent. Maintenant, il y a des situations avec lesquelles on peut manœuvrer, soit en rajoutant quelque chose en association, ou bien carrément on va enfreindre les contre-indications s'il y a un grand risque pour le malade. Il faudra comparer aussi le risque de thrombolyse avec le risque de ne pas thrombolyser. Ces situations sont les suivantes: crise hypertensive, grossesse, prise d'anticoagulants, insuffisance hépatique
et il y en a bien d'autres. Il y a aussi des alternatives si jamais ça échoue, ou bien dans des contre-indications absolues. C'est la thrombolyse par cathéter percutané, ou bien l'embolectomie chirurgicale. Elle est aussi utile lors des emboles paradoxales, dans une artère périphérique. Et comme pour la thrombose veineuse profonde, le filtre cave peut être proposé pour éviter de nouvelles embolies pulmonaires. Ça vient avec son lot de problèmes, car ça augmente le risque de thrombose veineuse. Ça ne fait qu'éviter l'embolie. Et encore, seulement si c'est bien placé, et que si le thrombus ne se forme pas de l'autre côté du filtre. Pour l'évolution, bien qu'elle soit mortelle, le pronostic est souvent favorable. Mais elle peut récidiver, et à force de lésions sur l'artère pulmonaire, on peut avoir une hypertension de l'artère pulmonaire chronique. Je termine ma vidéo en parlant de l'embolie pulmonaire chez les femmes enceintes. C'est la première cause de décès chez ces femmes, qui n'est pas relative à la grossesse proprement dit. Le risque augmente surtout avec la césarienne, et dans notre cas, le diagnostic est encore plus dur, car la dyspnée est fréquente chez ces femmes. L'imagerie ionisante n'est pas à interdire s'il n'y a pas d'autre moyen pour éviter un drame. Mais en première attention, ça sera l'échodoppler. Il faut noter que les dédimères sont de base perturbés chez les femmes enceintes, donc il est rare qu'ils soient dans les normes. La fibrinolyse et l'embolectomie doivent être laissées en dernier recours. Et il ne faudra pas faire de péridurale avant au moins 12 heures de la dernière administration d'anticoagulants. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la prochaine.